vais enchaîner donc après Marc Menou. Je vais revenir à des choses plus simples. Moi, je suis parti dans une présentation en fait sous forme de définition pour vous situer en fait l'univers dont on va parler ce soir, qui est la partie la moins visible d'Internet, du moins celle qu'on fréquente a priori le moins. Et donc, je vais essayer de vous montrer un peu cette information. Ça s'appelle donc la partie sombre de l'Internet, donc la face cachée de l'Internet. En fait, c'est toute la partie qui n'est pas prise en compte par les moteurs de recherche, tout simplement. Donc, la plus grande partie de l'Internet, en fait, sur laquelle nous naviguons tous les jours, n'est pas forcément visible par Internet. En premier lieu, donc, avant d'attaquer le sujet qu'on m'a confié ce soir, le dark web, il y a un autre terme qui définit en fait tout ce qui est l'univers de l'Internet non visible, qu'on appelle en anglais le deep web, c'est-à-dire c'est tout ce qui est l'Internet verrouillé en fait qu'on a au quotidien, par exemple dans l'entreprise, ce qu'on appelle un intranet, un extranet, sur lequel on doit accéder par un mot de passe, une identification. Et donc il y a tout un univers comme ça quotidien que nous utilisons tous. On se connecte à la banque, par exemple, ou qu'on fait notre achat dans un magasin en ligne quelconque, qu'on commande le repas tout à l'heure avant de rentrer pour être livré à la maison. Tout ça, ça se passe dans un univers qui n'est pas quotidiennement connu, et c'est la plus grosse partie de l'Internet, on va le voir. Et à l'intérieur de cette partie cachée, il y a encore plus profond, caché. Et celui-là, en fait, on ne le voit pas du tout parce que pour y accéder, il faut des conditions particulières, en particulier des navigateurs Internet, un peu comme ceux que vous pratiquez, mais qui sont spéciaux et qui permettent d'accéder à cet univers. Donc l'accès dans cette partie de l'Internet est complètement anonyme. C'est un accès restreint, très limité. On n'y navigue pas aussi simplement que dans l'Internet visible. Et en fait, il est très circoncis dans une zone bien identifiée. Et pour y aller, il faut connaître des adresses. Voilà, on ne devine pas de manière aussi simple que ça. Alors, on en a parlé beaucoup ce soir. Marc vient de décrire un univers assez inquiétant. Mais c'est quand même une toute petite partie du web qui pourcentagement parlant, se situe entre 2 et 3% de tout ce qui est l'Internet. Donc, c'est pas grand-chose. Donc, en général, on imagine donc le web de cette façon-là. Vous voyez, la partie immergée au-dessus de l'eau, là-haut, c'est le quotidien de notre Internet, c'est sur lequel on navigue tous les jours. On fait nos mails, on fait nos navigations sur Google, etc. Et tout ce qu'il y a dessous, c'est aussi de l'Internet. Mais ça, ben voilà, on le voit pas forcément quotidiennement, mais c'est énorme. Donc toute la partie bleu ciel, en fait, c'est la partie qui correspond à tous les internets sécurisés sur lesquels on travaille quotidiennement. Et la toute petite partie qui va m'intéresser ce soir, c'est la partie en noir au fond là-bas. Donc cette partie-là, elle est cachée, elle est relativement inaccessible, sauf si on utilise des environnements pour y accéder. Et ça, bien sûr, ça grossit constamment, hein, cette partie-là. Donc la partie dark web qui nous intéresse, c'est une partie donc qui est anonyme, chiffrée. Elle n'est pas repérable facilement. Elle fonctionne avec un nombre de contacts limité. En général, donc, les échanges se font avec des petits groupes bien identifiés qui vont échanger entre eux, donc de moins de 10 personnes, par exemple. Alors, pourquoi faire? Donc, cette partie d'Internet, elle sert en fait à plusieurs choses. La première chose, c'est pas forcément un lieu tout à fait négatif. C'est un lieu qui sert en premier lieu à des échanges privés non contrôlables, qui permettent donc à des personnes empêchées de communiquer librement ou qui sont sous le contrôle d'un État, comme les Chinois par exemple, de pouvoir avoir des communications via le réseau Internet sans être repérés, sans être identifiés. Donc c'est un outil au service de la liberté avant tout. Donc les pays qui sont sous contrainte, donc comme en ce moment donc dans le cadre du conflit Ukraine-Russie, c'est une possibilité donc pour les citoyens de continuer à communiquer sans être en contrôle. C'est le cas par exemple pour les communautés russes qui souhaitent s'informer très réellement de ce qui se passe sur le front et pas juste de regarder la télé au quotidien. C'est une possibilité d'être informés sans avoir le contrôle de leur État. Mais c'est aussi un lieu où va se cacher évidemment tous les milieux peu recommandables. Voilà, il y a tous
toutes ces possibilités, mais comme pour tout le reste de l'Internet. Donc c'est aussi un lieu qui va être utilisé par une certaine presse, donc par la presse, pour pouvoir échanger de l'information ou compiler des documents qui sont plutôt interdits en général et qui vont pouvoir les exploiter facilement. Donc, comme je l'ai dit, donc ça a été créé dans un premier temps donc, pour aider des dissidents donc, à s'exprimer. Ça a été utilisé dans le cas des conflits récents qu'on a vécu, comme le printemps arabe. Ça a été aussi utilisé par les lanceurs d'alerte pour pouvoir échanger des documents qui ont été donc rassemblés et mis à disposition de tous pour, comme les Wikileaks dont vous avez entendu beaucoup parler, voilà, et d'autres choses comme le French Leak qui a été lancé par Mediapart. Donc ça date de 2008, dans lequel en fait des documents étaient rassemblés sur les différentes affaires et qui permettaient donc aux journalistes d'investigation de pouvoir exploiter ces documents sans avoir de contrôle dessus. Donc c'est toujours utilisé aujourd'hui par les principaux organes de presse bien connus, comme je vous ai cité, qui s'en servent régulièrement pour toutes les affaires qu'ils essaient de traiter d'une manière plus confidentielle. C'est un domaine incontrôlé, incontrôlable. C'est ça. C'est plus difficilement contrôlable. Ça exploite des principes de réseau, mais ça sera détaillé peut-être plus tard, qui sont moins facilement traçables et qui se recréent régulièrement. Les sites ne restent pas très longtemps, ils sont reconstruits, ils sont reconfigurés régulièrement, donc ils sont pas très stables, il y a beaucoup de copies de sites. Voilà. Donc évidemment, c'est de là que partent tous les lanceurs d'alerte dont vous entendez parler. Donc, et je l'ai marqué aujourd'hui, le domaine le plus... Bon, il y a eu l'histoire de Snowden, par exemple, les affaires Pegasus en France. Donc, c'est tous les dissidents qui veulent se protéger, donc utilisent cette possibilité-là de communication. Et plus récemment, donc c'était au printemps dernier, après le déclenchement du conflit par les Russes, Twitter a lancé une version sur ce réseau-là, qui a permis donc, vous disiez tout à l'heure, aux citoyens russes en particulier, mais aussi aux Ukrainiens, de continuer à communiquer sous le format Twitter, mais sur une version cachée. Et donc, je vous disais, en France, plus particulièrement, ce qui était connu pour nous, c'était l'initiative de Mediapart de réunir en fait de la documentation de leurs journalistes d'investigation qu'ils exploitaient avec les possibilités qu'offre cette zone de l'Internet caché. Donc, c'est quelque chose qui a été mis en place en 2008. Donc, ça, je cherche une adresse. Ça, c'est l'adresse actuelle, hein, lanceur d'alerte info French Leak, où vous pouvez voir à peu près tout ce qui est actuellement voilà, fait avec compilation d'informations. Mais aussi, évidemment, dans ce domaine-là, comme c'est caché, il se passe aussi des discussions et des partages liés à des activités illégales, de la vente des places de marché, exactement les mêmes que vous trouvez en public, mais là, on y vend d'autres choses comme des armes, de la drogue, des produits illicites, des informations bancaires, des informations des adresses, etc., des services. Donc, et donc régulièrement, des places de marché, la plus récente, donc, ça s'appelait Hydra Market, a été démantelée justement par la justice allemande. Donc, mais par contre, elles sont régulièrement recréées. Voilà. Mais c'est pas ce qu'il y a de plus nombreux. C'est pour ça que je voulais pas faire la partition, parce qu'on va beaucoup parler de tout ce qui est mauvais, etc. Mais c'est pas forcément mauvais non plus. Donc c'est pareil. Alors pour accéder donc à ce dark web, en fait, on utilise donc des navigateurs, exactement comme Google, Firefox, etc., mais qui se prénomment aujourd'hui Tor, c'est le plus connu. I2P ou Freenet sont des navigateurs en fait qui s'installent sur votre ordinateur et qui vont permettre en fait d'aller naviguer sur cet univers. Donc la particularité de ces sites, comme par exemple Tor, c'est le plus important, c'est que les adresses des sites internet vont se terminer ou se terminer par .com, .fr, .edu, etc. Ils vont se terminer par .onion. Voilà. Onion. Voilà. Et donc c'est un univers d'adresses internet. C'est comme ça. Donc vous voyez, au nombre des sites actifs en 2020 dans cet univers, il y en avait 76 000. C'est pas énorme quand même par rapport à ce qu'est la masse de l'internet. Voilà. L'autre aspect de ces sites internet-là, ça n'a rien à voir avec les sites dans lesquels nous naviguons aujourd'hui. C'est des sites très rustiques, très rudimentaires, de l'internet qu'on a connu au début de l'internet.
Donc c'est pas des internets voilà, c'est pas fait pour faire, c'est pas du geek, c'est pas de l'expérience web comme on nous vend avec des jolis sites qui sont agréables à naviguer et sur lesquels on va tout acheter. Non, c'est du site codé comme on a pu connaître dans les premiers temps de l'internet. Donc pour ceux qui ont oublié cette époque-là, ben tant pis. Pour ceux qui l'ont connu, ben, c'est plus facile à s'y retrouver. En fait, c'est pas gai, mais le but c'est de trouver vraiment des choses précises dessus et voilà, pour savoir y naviguer. Il faut un minimum il faut connaître des choses, il faut y aller. La problématique, c'est comme c'est un site effectivement qui se passe dans un réseau où tous les systèmes qui nous protègent n'existent pas, c'est un endroit extrêmement dangereux quand on y navigue dessus. Donc évidemment, on va y trouver tous les logiciels malveillants dont on a parlé tout à l'heure. On va y trouver tous les malwares, dès qu'on va télécharger quelque chose, on va éventuellement avoir un virus à l'intérieur. Et évidemment, donc, il est formellement pas recommandé de s'y balader avec sa vraie identité, donc avec son nom, son prénom, ses coordonnées, etc. Parce que tout ce qui s'y passe dedans, on est susceptible à tout moment d'être capturé de tout ce qu'on y fait, puisque c'est fait un peu pour ça quand même. Voilà. Donc c'est pas forcément un lieu où on navigue facilement. C'est un chaudron dangereux. Oui, c'est un risqué. C'est pas interdit d'y aller, mais c'est dangereux quand même. Voilà. Donc, voilà. Donc, comme Marc a conclu sur le fait que quand même la principale raison, et il a raison de l'avoir dit de cette façon-là, c'est la malveillance qu'on peut avoir dans notre comportement et nos façons de naviguer. C'est vrai que si on a cette habitude à cliquer un peu tout le temps sans vraiment lire ce qu'on voit, bah, il faut surtout pas y aller. Là, ça devient dangereux. Donc là, j'avais résumé quelques liens en fait de sites qui référencent en fait des liens pour aller sur. Donc je les ai testés tout à l'heure. En particulier, j'ai regardé ProPublica là, par exemple, et où effectivement on va retrouver plein d'articles sur ce qui se passe en investigation à ce moment, vraiment intéressant. Et c'est la même chose, on va trouver des bibliothèques numériques avec des livres sur ces sujets, etc., ou sur d'autres. Voilà. Donc ça, c'était des sites qui sont intéressants à consulter. Alors évidemment, pour accéder, les 7 concepts que je puisse vous donner, c'était en fait de... Oui, parce que tu nous dis qu'il faut pas y aller, mais tu dis qu'il faut pas y aller. Ben oui, c'est pour ça. Comme je me suis douté que vous voulez y aller un petit peu, donc j'ai dit voilà, il faut simplement donc en gros faire ces points-là, c'est-à-dire faire attention à se connecter sans s'authentifier, faire exactement le contraire de ce qu'on fait sur un site normal. Donc être assez attentif à ce que quand on navigue sur les endroits où on clique, donc bien regarder là où on clique, voilà, et éviter de télécharger ou ne pas télécharger de fichiers et bloquer toujours le fait de vouloir être comme on le fait donc sur un navigateur, c'est-à-dire bloquer toutes les demandes en fait d'accès à quelque chose dans l'ordinateur. Voilà. Après, ça se présente exactement comme un navigateur classique. Ouais. Alors, et je voulais terminer parce qu'on est quand même au club audiovisuel par donc qui est le premier des places de marché qui a existé, s'appelait Skillroad. Donc ça a été mis en place par un jeune là qui a créé ce marché donc à l'intérieur du dark web en 2011. Il a été fermé par le FBI en 2013. Donc c'était un marché justement où il avait lancé la possibilité d'acheter un peu tout ce qui était possible d'acheter, surtout de la drogue, et de vendre donc tout ça anonymement grâce à des bitcoins. Donc c'est la première fois que ça a été fait. Ça a été un truc incroyablement rocambolesque. Donc tout ça s'est terminé pour lui en prison. Mais par contre, il a donné le modèle de ce qu'il était possible de faire, et depuis, il a été copié et recopié plein de fois. Et donc, ça a servi de modèle à faire des places de marché dans cet univers, et donc dont on parle régulièrement dans la presse, et ce dont on va évoquer peut-être tout à l'heure. Et bien sûr, comme c'est américain, ça s'est terminé à Hollywood, et de Skillroad, si vous regardez attentivement, il est sorti un film qui s'appelle Skillroad en 2021, et qui raconte cette histoire. Donc voilà, donc si vous avez l'occasion d'aller le regarder, je l'ai mis en conclusion de ce que je voulais vous dire. Donc là, vous avez la bande-annonce, etc. Et donc, vous pourrez aller voir donc un film qui évoque l'épopée de ce qui a pu être fait
Ça, la route de la soie, ça n'a rien à voir avec la route de la soie. La route à soie, c'est pour dire que voilà, c'était l'idée. C'était de faire en fait un marché où on pouvait acheter les produits les plus rares et les plus intéressants qui sont diffusés sur. Oui. Alors, la scène qu'a décrit Marc tout à l'heure, et si vous avez dans ce film-là, c'est où ils vont gagner en 2 jours plusieurs millions de dollars. Donc tous les copains sont étonnés de voir comment il fait, juste parce qu'il a lancé ça marché. Voilà. Donc ce que je voulais donc et je conclue là-dessus, vous montrer, c'est qu'effectivement donc dans cet univers donc du dark qu'on va évoquer toute la soirée, à la base ça peut être utilisé de manière illicite, mais c'est pas la chose la plus importante qui est faite. C'est aussi un endroit qui est utilisé par tous les utilisateurs d'Internet avertis pour pouvoir faire en fait des choses très à fait légales dedans, et en particulier permettre ce qui est quand même les fondamentaux d'Internet, la communication libre entre personnes, sans contrainte et sans contrôle. Donc c'est à la base du système qui a été inventé, et on vient de le vivre tous depuis 1 an. Et grâce à ce système-là, qui permet la communication même en situation de conflictuelle, les Ukrainiens peuvent vivre là tous les jours et continuer à lutter contre les Russes. S'il n'y avait pas ce mode de communication, ils ne pourraient pas le faire. Et c'est un système qui est non contrôlable, c'est ce qui est important. Parce que vous avez vu que le contrôle de l'État sur le système est très difficile, mais grâce à ça, ça exploite simplement les fondamentaux de l'Internet, c'est-à-dire le fait de pouvoir communiquer d'un point A à un point B en passant par divers chemins. Si on en bloque certains, on peut quand même passer par d'autres chemins pour accéder à l'information. On reviendra. C'est un strap qui peut être assez formidable. Oui, mais bon, évidemment, comme l'homme est l'homme, on peut toujours avoir des dérives. Ouais. Je vous remercie.